12h11. Merci d'être avec nous, merci de nous accompagner le matin. Pascal Brice est notre invité, président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Bonjour. Bonjour. Pascal Brice, vous étiez directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Deux sujets qui vont nous occuper. Évidemment, le projet de loi immigration du gouvernement présenté ce matin au Conseil des ministres. Et puis, deuxième sujet, le Sénat qui a débuté l'examen de la proposition de loi sur la lutte contre l'occupation illicite des biens. Nous allons en parler. Bien, Pascal Brice, avant d'entrer dans le détail de ce projet de loi, immigration, rappelons certains chiffres. Félix Mathieu, les habitants de nationalité étrangère représentent quelle part de la population en France ? Un peu plus de 7,5% selon l'INSEE, soit un peu plus de 5 millions de personnes. Parmi eux, 4,5 millions d'immigrés n'ayant pas acquis la nationalité française et 800 000 personnes nées en France de nationalité étrangère. Tous ces chiffres datent de 2021. En comptant les 2,5 millions d'immigrés ayant acquis la nationalité française depuis leur arrivée en France, alors là, l'INSEE dénombre 7 millions d'immigrés, soit 10% environ de la population française. Oui, 68 millions de Français, 7 millions d'immigrés. D'où viennent les immigrés vivant en France, selon les estimations de l'INSEE ? Eh bien, 47,5% d'entre eux sont nés en Afrique, 33% en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie, 12,5%, le Maroc, 12%, le Portugal, 8,5%, la Tunisie, 4,5%, l'Italie, 4%, la Turquie, 3,5%, et puis l'Espagne, 3,5%. La moitié des immigrés en France, en fait, sont originaires d'un de ces 7 pays. Comment évolue la part de population étrangère dans le temps ? Eh bien, 7,7% de la population étrangère en France en 2021. Donc, c'est un point de plus qu'en 1975. On se situait alors à 6,5% de la population totale. Par rapport au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu moins du double. Cette proportion s'élevait à l'époque à 4,4% d'habitants de nationalité étrangère en France en 1946. Alors, avec le Covid, les migrations ont été moins importantes vers l'Europe. Est-ce que, Pascal Brice, certains disent, attention, il y aura dans les mois qui viennent des vagues migratoires probables. Vous le pensez ? Écoutez, moi, vous savez, je suis natif de Loire-Atlantique. Donc les vagues, je sais ce que c'est. Ça fait longtemps qu'on annonce les vagues migratoires que je vois pas. Que vous c'est bien que on soit reparti des chiffres parce que ça donne quand même une idée des choses. Bien sûr. Donc effectivement, il y a eu moins d'arrivées avec la crise sanitaire. Ça reprend aujourd'hui. Nous avons connu, vous l'avez rappelé, j'étais directeur de l'OFPRA, des arrivées beaucoup plus importantes en Allemagne en 2015-2016. Oui. Donc oui, il y a ces augmentations, mais pas de vagues. Au fond, moi, j'ai souvent j'aime pas trop ce mot d'ailleurs. Enfin, oui, c'est ça. Moi, je crois qu'en fait, je doute que les Français se réveillent tous les matins obsédés par l'immigration, mais il y a quelque chose qui travaille la société française sur la question de l'immigration. Parce que comme la société est fragilisée socialement, culturellement, dire il n'y a pas de problème, non. Il y a des questions qui se posent et j'espère qu'enfin ce projet de loi de l'immigration... Regardons-le un peu de près avec votre regard, parce que vous êtes un spécialiste de la question. La volonté du gouvernement, expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave, c'est-à-dire les délinquants, faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés pour des crimes et délits punis de 10 ans ou plus d'emprisonnement. Ça vous paraît bien sûr une bonne mesure ? Oui. Oui, mais évidemment. Mais d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire à Monsieur Darmanin. Le problème aujourd'hui, un des problèmes de cette non-politique migratoire, c'est quoi ? C'est que on met des ordres d'expulsion sur toute une série de gens. Oui. Pour des motifs qui n'ont strictement rien à voir avec la délinquance, y compris des gens qui pourraient bosser, qui voudraient bosser, qui même ont un boulot. Alors qu'on cible ça sur effectivement les délinquants, les voyous, mais qu'on change aussi cette politique, parce que vous voyez bien, 150 000, c'est un chiffre que vous aviez certainement aussi noté, 150 000 décisions de reconduite, d'expulsion l'année dernière. Oui, les 10%, voilà, les fameuses OQTF, 10% réalisés. Oui. Pourquoi ? Regardez en Allemagne. En Allemagne, ils y arrivent 3-4 fois plus. Pourquoi ? Parce que eux, ils mettent des OQTF sur des gens qui doivent être expulsés. Et les autres, on les met sur n'importe qui. Attire l'arigot.
À Tire-Larigot. Donc il faut cibler. Il faut cibler. D'ailleurs, c'est un mot que je commence à entendre dans la bouche du ministre de l'Intérieur et de quelques-uns. Donc voilà, cibler, arrêter de mettre ça. Parce que vous savez, vous l'avez dit, je suis président d'une fédération d'associations qui accueille des gens qui sont à la rue, etc. Oui. Parmi ceux-là, il y a des étrangers. J'en vois partout quand je vais dans le pays, dans les associations. Et j'en vois plein. Ils sont sous EQTF, ils n'ont rien fait de mal. Parfois, ils bossent, mais sans papier. Ou alors, ils ne demanderaient qu'à travailler. Donc, arrêtons de délivrer des OQTF, surtout et n'importe qui. Et réduire les recours possibles ? Oui, pourquoi pas. À partir du moment où l'on ciblerait sur véritablement les problématiques lourdes d'ordre public, sur les vrais voyous, les vrais délinquants, voilà, tout ça ne me gêne absolument pas. Mais la question, c'est est-ce qu'enfin, vous savez, je sais, Monsieur Bourdin, que vous êtes comme moi un amateur de football. Oui. En foot, on dit on change une équipe qui perd. Oui. Bah, normalement, on change une politique qui perd. Ça fait 40 ans que cette politique migratoire perd parce qu'elle sème l'indignité pour les personnes. Oui. Et le désordre dans les entreprises qui ont besoin de personnes, et puis dans des villes, par exemple chez moi à Nantes, des gens à la rue. Donc j'espère encore une fois que le gouvernement et le Parlement, pour une fois, prendront la mesure de tout ça. Et c'est indispensable. Il est indispensable, un projet de loi, un texte est indispensable. Alors, pour préciser les choses. Pour tout vous dire, je pense qu'on aurait pu procéder sans texte de loi. D'accord. Bon. Mais il y a un texte de loi. Mais ce qui paraît indispensable en revanche, c'est qu'on change d'approche. C'est-à-dire que, encore une fois, celles et ceux qui sont là, qui ne demandent qu'à travailler, eh bien, ils travaillent, et je peux vous assurer qu'on n'entendra plus parler. Donc vous êtes favorable au titre de séjour, mettez en tension. Tout à fait. Il faut simplement que le gouvernement et le Parlement aillent au bout de la logique. C'est-à-dire que ça peut pas être un titre, mais pas un titre tout en étant un titre, parce que la question c'est quoi ? Est-ce que les patrons vont vouloir embaucher ? Les patrons, ils vont embaucher des gens dont ils diront, bon bah c'est bon, il est là, elle est là, mais quelqu'un dont le titre de séjour sera précaire, etc. Donc il faut que dans les secteurs où il y a des besoins, moi je comprends tout à fait qu'on limite à cela, des personnes qui sont là, qui travaillent ou qui ne demandent qu'à travailler, et avec un titre de séjour qui soit stable, de manière à ce que, encore une fois, les uns et les autres puissent s'y retrouver. Et puis c'est l'économie qui va s'y retrouver, c'est nous tous. Vous savez, moi je peux plus mettre les pieds chez un boulanger sans qu'ils me disent j'ai un problème, je peux pas récolter, etc. Mais c'est vrai, on est tous confrontés à ça. Conditionner les titres de séjour à un niveau minimal de français, ça vous paraît indispensable aussi ? Alors, si ce n'est conditionné, il faut que les moyens soient là. C'est-à-dire qu'il faut enfin parce que effectivement, le travail, la langue. Voilà deux éléments clés pour que les étrangers sortent de la précarité. Parce que pour s'intègrent. S'intègrent. Donc qu'on donne les moyens que les personnes effectivement apprennent la langue française, travaillent et tout ira bien. Est-ce qu'il faut réformer le droit d'asile aussi ? C'est prévu, réforme du droit d'asile en raccourcissant par exemple les délais de procédure. Ça me rappelle les souvenirs, vous imaginez, puisque j'ai dirigé l'office et c'était déjà le cas, on les a réduits. Les délais sont relativement courts. Donc oui, il faut améliorer cela, mais surtout faire en sorte Avec un juge unique ? Oui. Pourquoi pas, ça ne me gêne pas. Et des chambres territoriales du droit d'asile ? Je ne suis pas hostile à ça à partir du moment où on respecte bien le droit, ce qui sera évidemment le cas. Mais moi, ce que je souhaite, par exemple, c'est de ne plus retrouver un tiers des demandeurs d'asile à la rue aujourd'hui. Que les gens, encore une fois, c'est un changement de logique. C'est-à-dire qu'on arrête de pourrir la vie des gens, on les prend en charge vite. Si c'est un droit au séjour, ce qui devrait être le plus souvent le cas, c'est très bien. Sinon, c'est une reconduite et c'est une vraie reconduite. Mais on arrête ces politiques qui accumulent des procédures sur des procédures, qui laissent les gens dehors, qui leur permettent pas de travailler et qui créent des problèmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est pragmatique, quoi. On est pragmatique. On fait ce qui est utile à tout le monde. C'est utile. Pragmatique et en même temps humainement. Supportable. Mais ce qui est utile à la société française. Qu'est-ce qui est utile à la société française ? Bien sûr, c'est que des étrangers soient là parce que ça nous fait du bien, parce que notre République a toujours protégé les persécutés, parce que les entreprises en ont besoin, mais évidemment dans des conditions de maîtrise. Parce que quand une société... Maîtriser l'immigration, c'est le maître mot. Bien sûr, organiser, maîtriser, et c'est tout à fait possible. Donc simplement, moi je dis au gouvernement, au Parlement, je leur demande d'aller au bout de cette logique-là. Parce que il y a un projet. Il y a des choses contestables, il y a des choses où je dis chiche, allez au bout, le travail, mais évidemment, on jugera à l'arrivée au coup de sifflet final. Donc, je voudrais que le Parlement aussi et que tout le monde prenne ses responsabilités dans cette affaire. Bien, il y a aussi, je change de sujet, il y a aussi en débat au Sénat actuellement ce texte de loi sur la lutte contre l'occupation illicite des biens. En fait, c'est les squats, quoi, non ? C'est ça Non, pas que les squats d'ailleurs, c'est aussi le locataire qui reste dans le logement et qui ne paie plus son loyer. C'est là le problème.
problème. Hein. C'est-à-dire Oui. que c'est annoncé comme une loi anti-squat. Bon, Oui. lutter contre les squats, aucun problème, bien sûr. Mais alors du coup, on met dans le même sac des gens qui sont dans leur logement, qui peuvent plus payer leur loyer. Ils ont paumé leur boulot. Ils ont des charges de famille qui font qu'ils n'y arrivent plus. Oui. Je crois que ça parle à beaucoup de gens dans ce pays. Hein. Oui. Et donc ces gens-là qui du coup peuvent plus payer le loyer, on va les considérer comme des squatteurs. Et on va les mettre en prison. Vous savez, quand est-ce qu'on a aboli la prison pour dette en France ? En 1867. Donc moi j'ai relu Les Misérables. C'est totalement sidérant qu'aujourd'hui, dans notre République, on en soit imaginé de mettre en prison des gens parce qu'ils peuvent plus payer leur loyer. Mettre en prison, je regarde le texte. En ce qui concerne des loyers impayés, le texte accélère les procédures judiciaires dans les litiges locatifs, en incluant notamment de manière systématique dans les contrats de bail une clause de résiliation de plein droit. Cette clause permettrait à un propriétaire d'obtenir la résiliation du bail sans avoir à engager une action en justice et de pouvoir ainsi obtenir plus rapidement une expulsion. Et vous avez un autre article qui prévoit des peines de prison. Qui prévoit aussi des peines de prison. Alors même c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps ou d'impayé ou oui, une fois que vous êtes en impayé. Oui. Une fois que votre bail est résilié. Oui. Que le juge a dit il faut partir. Oui. Vous savez qu'il y a bien des familles, surtout dans la période là, en ce moment, qui sont dans cette situation-là. Elles voudraient pouvoir payer, elles ne le peuvent plus. Il faut quoi ? Il faut qu'elles se mettent dans la rue. C'est sûr que nous, nos associations, elles vont faire le boulot. Oui. Mais ça veut dire qu'on met des gens en prison, les menace de ça, alors que depuis des décennies, on essaye d'éviter les expulsions locatives. Oui. Des gens dont on sait tous que dans leur il y a des voyous, évidemment. Mais les gens profitent, oui. Ah oui, mais enfin quelques-uns. Mais il s'agit aussi de se mettre à la place du propriétaire. Qui a besoin du loyer peut-être pour vivre. Mais les propriétaires, il faut les protéger, c'est le droit de la République. Il y a en plus des propriétaires qui sont des gens qui ne roulent pas sur l'or. Évidemment. Des propriétaires âgés, malades. Et qui ont besoin du loyer pour vivre. Très bien. Le président de l'Union nationale de la propriété immobilière, sur votre antenne, il dit que ça concerne 1 à 3% des locataires. 1 à 3%. Donc on va remettre... Des propriétaires. Des propriétaires, oui, tout à fait. Et donc on va remettre un truc qui a disparu depuis le 19e siècle, une peine de prison parce que vous avez des dettes, vous ne payez pas votre loyer parce que vous ne le pouvez pas. Donc là, moi je demande à ce que dans ce pays, on s'arrête 30 secondes et qu'on réfléchisse à ce qu'on est en train de faire. Et moi je compte sur le Parlement et sur le gouvernement pour arrêter ce qui ressemble véritablement à une folie. Quelle serait la solution selon vous ? La solution, 1 à 3% des locataires. 1 à 3. Donc évidemment, ces personnes-là, il faut les prendre en compte. Mais enfin, vous voyez bien qu'on ne fait pas une loi pour ces situations-là. 1 à 3%, ça veut dire qu'en réalité, le droit actuel fonctionne bien. Et le squat ? Le squat, je vous ai dit, moi, j'ai pas de problème. Parce que j'ai vu les mesures contenues dans ce texte de loi. Par exemple, mesures qui triplent les sanctions encourues par les squatteurs. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende contre un an aujourd'hui et 15 000 €. Non, mais moi, mon problème, c'est les impayés de loyer. Les squatteurs, bon, quand on regarde, vous savez, moi, les squats, j'en ai vu dans mes différentes fonctions. Bien sûr. On court un risque en allant trop loin dans la répression, c'est que des gens qui font des squats à peu près, qui tiennent à peu près, se mettent dans des trucs absolument effrayants à tout point de vue. Mais peu importe. Réprimer les squatteurs, moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Oui. Mon problème, c'est des gens, des braves gens, qui sont dans leur logement peuvent pas payer. Et qui peuvent pas payer et qu'on va menacer de prison. Oui, mais certains ne peuvent pas et d'autres pourraient et ne le font pas. Oui, mais aussi. Encore une fois, 1 à 3%. 1 à 3%, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Union de la propriété immobilière chez vous. Sur votre antenne. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous voyez, il y a une question sur qu'est-ce que c'est que la solidarité dans le pays aujourd'hui ? Est-ce qu'on considère que parce que 1 à 3% des propriétaires sont devant des choses odieuses, on doit mettre en cause des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la précarité parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer ? Oui. Vous voyez, il y a un truc dans la société dans laquelle on est, là, où je voudrais que tout le monde réfléchisse avant de s'embarquer dans des choses, parce qu'il y a effectivement 1 ou 2 cas ultra médiatisés et terrifiants. Gardons le sens des choses. La propriété, protégeons notre pays, elle doit l'être. Mais les locataires qui sont en situation de précarité... Est-ce que certains font l'amalgame entre le squat et les impayés de loyer ? Oui, est-ce qu'il y a cet amalgame c'est ce que font ceux qui ont proposé cette loi. C'est ce que fait ce texte de loi. Cette proposition, elle fait ça, elle mélange l'un et l'autre, alors que ça ne s'était jamais fait dans le droit français depuis 1867. Et que ça n'a rien à voir. Mais ça n'a strictement rien à voir, puisque dans un cas, les squatteurs, ils font quoi ? Ils s'introduisent violemment dans un logement ou dans un local. Ça, c'est du squat. Mais là, je vous parle de gens qui sont entrés normalement dans leur logement, qui ont perdu leur boulot, ou qui ont des charges de famille. Et en ce moment, avec... Mais comment faire pour mieux protéger le propriétaire, alors ? 1 à 3% des cas.
Oui, mais, Mais j'y reviens toujours. 3% alors écoutez, dans ce cas-là, il faut que le juge se mobilise, que la police se mobilise. Mais enfin, 1 à 3%, ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, le droit fonctionne bien. Donc faire une loi remettant une chose qui est quand même d'une symbolique et d'une réalité terrible. Moi, je dis, je connais des gens, j'en connais un d'ailleurs qui, je pense, s'exprimera publiquement bientôt, qui est un grand footballeur, qui me disait... Ça m'intéresse, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous allez voir, ça ne va plus tarder. Je crois qu'il va finir par dire que lui, quand il était enfant, sa maman était en prison avec une loi comme celle-là. Voilà. Et Yann Thuram ? Nous verrons. Merci Pascal Brice d'être venu nous voir ici. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio évidemment. Ça vous passionne ? Eh bien tant mieux, merci, restez avec nous. André Berkoff.